Hello, hello, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce mardi 27 juin. Mon dernier mug avant la pause estivale, donc je suis ravie de vous retrouver. Je vois que vous me recevez bien, je vois des personnes qui arrivent déjà dans la chatroom, mais avant tout, lançons le mug. Comment allez-vous dans la chatroom? Est-ce que vous avez la forme? Est-ce que vous êtes réveillés du bon pied? Moi, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Un petit peu triste aussi, puisque j'ai pas envie de vous quitter pour cette pause estivale, mais quand même, ça fait du bien aussi de faire une pause et de mieux se retrouver à la rentrée. Du coup, je regarde un petit peu qui nous a rejoint tout à l'heure. Je regarde un peu. Salut Lamrang, salut Caradoc, salut Scarlett, salut Samuel évidemment, salut Natwak, salut Laurie, salut Tupac, salut Mamdia, salut Koukarous, salut Léo du 69, salut Olek, salut Leita, salut Kramus. Bonjour, c'est aujourd'hui qu'on doit pas d'un, c'est ça? What? Salut, Olivier, Avril, un grand merci pour ton soutien de bon matin comme ça. On n'a même pas commencé l'émission que tu nous accueilles comme ça avec ton prime. Un grand merci à toi. Salut Poppy 21 000, salut Pauline, salut Scarlett, salut Lazare, salut Julia, salut French Satisfactory, salut Nico, salut Riboun, salut On of Web, salut Elmama94, salut The Garlic Snail, salut MTBG68, salut Kifouette, salut Gukivaya. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Ça fait plaisir de te voir. Salut Dexter. Un grand merci également à Poppy 21 000 pour ton soutien. 30e mois d'abonnement. Si ça, c'est pas du soutien, je sais pas ce que c'est. Un grand merci à toi pour le dernier mug de Marion. Hipipi pourra. Merci. Mais je reviens, hein, vous inquiétez pas. Mais dernier mug de Marion avant la pause estivale, en effet. Salut Duz, salut Swan68, salut Sergent Lucky, salut Mademoiselle Sam. Naotech Team, n'arrêtez jamais de sub la compta Naotech. Ouais, c'est clair. Salut Melmox. Bon, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, on a plein de choses intéressantes ce matin à débriefer. Sous le beau soleil, sans trop de chaleur, donc on est bien installé. J'espère que vous êtes pris votre petit boisson, thé, café, jus d'orange, tout ce qu'il vous faut pour bien démarrer la journée. Moi, je vous ai préparé un petit sommaire sympathique ce matin. On va d'abord parler on va prendre un petit peu le pouls de qu'est-ce qui se passe du côté des box télé. Vous savez, ces box un peu chiantes qui s'additionnent à votre box internet, que vous empilez, etc. Tout ça pour regarder la télé. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as parlé? Ok. D'accord, merci. Oui, j'en étais où? Désolée, je suis perturbée. Donc je parlais. Donc premier article, on parlera des box télé. Box télé qui... Excusez-moi, je vais retrouver mon fil du coup. Les box télé, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va continuer à voir ces box chez nous, ces espèces de carrés qui nous permettent d'avoir la télé, ou est-ce qu'on aura des applications qui semblent un petit peu évidentes sur des télés connectées, notamment avec Samsung qui prend des grosses parts de marché? On en discutera ensemble. Ou est-ce que vous voulez tenir à votre box télé parce que vous avez l'habitude? On en discutera tout à l'heure. On continuera avec LinkedIn et on fêtera les 20 ans de LinkedIn. Déjà 20 ans, vieille boîte, rachetée par Microsoft et donc qui génère pas mal d'argent. Alors on n'a pas tous les chiffres, mais on en a quand même certains. Et donc on reviendra un petit peu sur LinkedIn. Et puis après, on parlera de certains projets de Elon Musk ou que Elon Musk a initié à un moment donné. Notamment, on parlera de Hyperloop. Hyperloop, vous savez, ce projet de transport à grande vitesse
qui promettait de relier des destinations vraiment en un rien de temps, et ben en fait, ça semble pas aussi facile que certaines personnes le disaient. On va dire ça comme ça. Et donc en fait, ça y est, c'est la fin. En tout cas, l'Hyperloop qui était prévu pour sortir à Toulouse ferme ses portes, sans avoir rien montré de très concret. On parlera un petit peu plus précisément de ce qui s'est passé. Et puis, autre projet initié et géré par Elon Musk, on parlera de Starlink qui, lui, de son côté, marche plutôt bien, ou même très bien, d'un point de vue de business, et également, a priori, en termes de connexion, tellement bien qu'on pourrait se demander si il menacerait même les fournisseurs d'accès Internet classiques. Oui ou non ? On en parlera justement, vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Et puis on parlera aussi de réalité virtuelle. C'est pas le Apple Vision Pro qui est réalité augmentée. On parlera vraiment de réalité virtuelle, donc de qui De Meta, évidemment, avec son MetaQuest et plus précisément son MetaQuest Plus, qui est une nouvelle manière de pouvoir profiter de l'environnement de la réalité virtuelle avec un abonnement mensuel, tout simplement. On verra qu'est-ce qu'il propose et est-ce que c'est une formule qui vous séduirait dans la chatroom. Et puis on terminera les news tech avec quelque chose qui est un peu moins tech, mais tout simplement l'Académie des Oscars qui revoit un petit peu ses règles pour les critères d'éligibilité à la récompense du meilleur film, avec notamment une contrainte de sortie en salle un petit peu plus contraignante qu'elle n'existait auparavant. Est-ce que c'est pour faire de l'ombre ou limiter en tout cas l'accès à Apple TV+, Netflix et compagnie ? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, on en parlera tout à l'heure. Et puis on terminera quand même, je ne pouvais pas vous laisser cet été sans vous faire une recommandation de série. Je vous en avais brièvement parlé, comme quoi je la regardais. C'est la série Apple TV+, qui s'appelle Shrinking. On reviendra dessus. Une petite série rafraîchissante, une petite dramédie qui vous fera rire et qui vous amènera aussi de l'émotion. Voilà, donc petite pépite et petit coup de cœur que je voulais vous partager en fin d'émission. Donc restez jusqu'à la fin. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le Kawa. On commence du coup avec la première news ce matin et c'est des nouvelles de ces fameuses box TV. Moi, ça m'agace. C'est une box qui prend de la poussière, dont en plus ça m'agace parce que je n'utilise pas la télé. Donc en fait, de toute façon, je ne l'ai même pas prise. Mais voilà, je trouve ça un peu ridicule maintenant où on a des applications pour tout, de devoir avoir une box avec une interface mal pensée, que du coup, qui ne se met pas à jour, etc. Bref, ça fait un peu old school et un peu vieillot. Et en fait, on peut se poser la question de est-ce que ces fameux décodeurs sont-ils condamnés à disparaître ? Et donc, c'est une question que s'est posée notamment Numérama. Et il nous dit notamment, dès 2017, l'ex-patron d'Orange alertait justement sur ce phénomène. Donc, Stéphane Richard nous disait la virtualisation des box télé entraînerait la mort progressive des décodeurs d'ici à une génération de produits. Donc on n'y est pas encore, puisque tous les fournisseurs d'accès Internet aujourd'hui continuent de proposer ces décodeurs, et notamment ils en ont lancé Orange une avec la Livebox 6 en 2022, qui dépend donc toujours de cette fameuse box pour la partie télé. Mais c'est vrai que c'est pas les seuls, Orange, à avoir prédit l'extinction de ces box télé. On avait également Bouygues et on avait également Free qui l'avaient un petit peu mentionné. Où est-ce qu'on en est du coup en 2023 ? Malheureusement, ça reste encore la norme. Comme vous voyez, en 2022, il y en a d'autres qui sont sortis. Mais par contre, là où c'est un peu plus encourageant, c'est que potentiellement, on pourrait avoir des mouvements vers la virtualisation des box, et notamment poussés et initiés par Samsung. Pourquoi initiés par Samsung ? Tout simplement en juin 2023, donc ce mois-ci, Samsung est devenu le premier constructeur à proposer des téléviseurs avec des applications Orange, SFR, Bouygues et Free disponibles au téléchargement pour accéder à ces services sans boîtier.
Et donc, du coup, justement, on a Marie Legrand, un responsable marketing Smart TV chez Samsung, qui dit que c'est la première étape avant la virtualisation des box télé. Donc, du coup, tout simplement, comment ça se passe? Quand vous avez une de ces box Internet d'un de ces fournisseurs d'accès, eh ben, vous allez pouvoir, si vous êtes équipé en tout cas d'un téléviseur Samsung récent, parce que c'est toujours conditionné à ça, vous allez pouvoir directement télécharger l'application, par exemple SFR TV, sur le magasin d'applications de Samsung, du constructeur, puis l'ouvrir pour regarder la télévision, accéder au replay, accéder à vos enregistrements directement. Seule restriction, il faut évidemment, comme je le répète, avoir un téléviseur Samsung, je mange mes mots ce matin, un téléviseur Samsung récent, du coup, pour pouvoir bénéficier d'applications compatibles, donc qui soit sorti après 2019. Voilà, donc vous allez avoir des systèmes d'authentification, mais bon, pas besoin de s'attarder là-dessus. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que Samsung est vraiment le premier constructeur de télévision qui arrive à convaincre tous les fournisseurs d'accès Internet français, ou en tout cas les vraiment plus grands, à proposer du coup des applications natives directement sur le store Samsung. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne présentent pas ça sous couvert de c'est la virtualisation des box ou c'est la mort des box et des décodeurs. Non, ils présentent ça plutôt pour faciliter l'usage du multi-écran, ce qui est vrai. Ce qui est vrai parce que l'avantage, c'est que vous allez pouvoir consommer votre télévision sur n'importe quel appareil, que ce soit tablette, télé, smartphone, potentiellement. J'avoue, je n'ai pas vérifié si les applications étaient disponibles sur smartphone, mais bon, ça paraît pas étonnant dans cette ère du multi-écran qui a été quand même grandement boostée aussi par la crise coronavirus, où beaucoup de personnes sont restées chez eux, que du coup, on avait plusieurs personnes qui consommaient en même temps du contenu multimédia et qui du coup profitaient d'avoir ces différentes plateformes. Certains ont investi pour l'achat de tablettes, etc. C'est quand même assez logique qu'on investisse là-dessus, quoi. Donc après, on peut se poser la question de combien de temps avant la vraie mort des box. Tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a quand même une multiplication de téléviseurs connectés. Il y en aurait 20 millions en France sur un total de 40 millions d'écrans. Donc c'est quand même 50% du marché. Hein. Et du coup, la dématérialisation pourrait accélérer dans les années à venir. Surtout que, comme je disais, Samsung a quand même le plus de parts de marché en France avec 6 millions de téléviseurs connectés. D'après les informations données par justement sa responsable marketing. Les autres écosystèmes qui existent sur le marché des téléviseurs connectés, ils vont marcher sur WebOS avec notamment LG, Android TV avec Google et qui équipent notamment beaucoup de marques différentes, Hisense, TCL, Sony, Xiaomi, etc. Donc finalement, ça pourrait continuer à se généraliser. On peut l'espérer en tout cas. Est-ce que dans le futur, les opérateurs vont offrir des offres sans box obligatoire en expliquant simplement la marche à suivre et en téléchargeant les applications? On peut l'espérer aussi. Voilà. Mais on verra. Potentiellement, on pourrait même imaginer des offres de fournisseurs d'accès qui vont proposer des offres jumelées avec directement des téléviseurs aussi. Ils le font bien avec les téléphones portables. On pourrait très bien imaginer qu'ils revoient leur offre télé avec directement l'offre d'un téléviseur connecté. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant, quoi. Je ne sais pas si ça existe déjà d'ailleurs. Vous pouvez me dire dans la chatroom. Je regarde d'ailleurs un petit peu vos commentaires. J'ai une télé connectée, mais passer par le décodeur Freebox marche mieux que via la télé. Genre l'appli Twitch et bof sur la télé. Ah, intéressant. Intéressant. Peut-être que ça va changer, ouais. Plus écologique. Oui, parce que tu auras moins d'équipements hardware finalement, si tu passes directement par du software. Après, il y a quand même un parc télévision à renouveler, quoi, pour que ça soit compatible. Donc, à voir. L'app TV de Free, OK, est dispo sur smartphone, Android TV, Fire Stick, navigateur, tous les devices Apple. Comme quoi, voilà, ils n'ont pas attendu Orange, quoi. Ou Samsung même.
Certains opérateurs vendent déjà des télés. Ok, Lamrank me confirme que ça se fait déjà, ouais. Floufy nous demande, c'est pas un manque à gagner pour les opérateurs quand on prend une offre télé, c'est plus cher en général, mais plus de débit aussi. Euh... Ouais, enfin, je pense qu'il y a un modèle à revoir. Je pense qu'il y a un modèle à revoir peut-être en justement faisant un pack avec téléviseur compris. Ce modèle de payer pour une box supplémentaire avec un abonnement supplémentaire fait quand même très old school, quoi. Après, ça n'empêche que tu peux quand même payer un abonnement pour pouvoir profiter des programmes de télévision avec l'application. C'est juste que tu n'as pas le hardware à côté, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours ces frais-là. C'est vrai que, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve les abonnements Internet et télé d'un old school en termes de format. Et vous avez toujours 36 000 frais qui vous sont mis sur votre abonnement. Alors, vous avez la location de la box machin, la location de machin, vous avez l'option X, l'option Y, l'option Z. Vous êtes là, mais non, mais sérieux, quoi. Vous pouvez pas juste simplifier vos offres. On s'en fout de vos espèces de magouilles d'options. Parce qu'en fait, franchement, ça ressemble à des magouilles, quoi. Ces espèces d'abonnements comme ça qui n'ont ni queue ni tête, type fournisseur d'accès Internet ou type Canal+, qui essaie toujours de vous en mettre par-dessus et qui, à un moment donné, après X mois, deviennent payantes. C'est insupportable. Mais tout ça, c'est pour essayer de feinter avec des offres de départ alléchantes pour vous augmenter le prix quelques mois après, quoi. Donc, du coup, ça marche quand même, mais vraiment, c'est quand même assez opaque, je trouve. Option X, tu n'es pas obligé de la prendre, ça regarde chacun. Oui et non, en fait, tu as des trucs, ils te sont offerts, gna gna gna. Enfin, non, je suis pas d'accord avec toi, Olek. C'est pas toujours super clair. Voilà. Le problème des téléconnectés et la sécurité, elles sont rarement mises à jour. Ah, intéressant. Et tu crois que... et du coup, comparé aux mises à jour de box télé, les box télé sont plus souvent mises à jour? J'en sais rien. Hein. C'est vraiment une question que je pose là, comme ça, nature, pour voir ce que vous en pensez. Lamrank nous partage son expérience justement avec la Freebox. Il nous dit avec son offre Freebox Delta, Delta S, aucun problème de décodeur vu que je n'en ai pas besoin. Je veux juste mes 8 gigas, rien d'autre, de la vitesse et pas d'embrouille. Oui, moi je crois que j'ai réussi avec Orange aussi à prendre juste Internet et pas l'offre télé, il me semble. Hein, parce que moi aussi, je regarde pas la télé, donc je galérais à essayer de trouver une offre sans payer la télé. Je crois que j'avais réussi à le faire. Ah, c'était une vanne, Olek. Désolée. Bah, comme d'habitude, je capte pas tes vannes. Et Eric nous rappelle aussi, on n'est pas obligé de balancer un vieux téléviseur. Les box comme Apple TV, Google TV, etc. permettent de garder une vieille télé et c'est écolo. Ouais, tout à fait. Merci de le rappeler, Eric. Merci de le rappeler. Mais comme quoi, il y a plein de solutions différentes en fait pour pouvoir ne pas avoir cette box télé en plus. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on nous rappelait, c'est un peu très français cette approche-là, quoi. Les autres pays n'ont pas forcément ce modèle-là. On est beaucoup à ne plus regarder la télé, ce n'est pas une mauvaise chose. Néméride, je me pose la question quand même là-dessus. Je pense que c'est un peu peut-être un biais de personnes qui sont très dans la tech et qui vont du coup adopter un petit peu les dernières manières de consommer du contenu vidéo, live, etc. Via des applications ou autres. Je pense que quand même, on voit avec les audiences télé, hein, il y a encore beaucoup de personnes qui regardent la télé. Mais ça va continuer à évoluer, hein, je suis d'accord avec toi. Ah bah voilà, Juliane nous partage aussi que chez Bouygues, elle a Internet sans télé. Bon, après, elle est comme nous, elle regarde très rarement la télé sur l'appli Bouygues sur son téléphone. D'accord, intéressant. Claude Walker nous mentionne aussi qu'une console fait aussi le taf pour compenser une vieille télé. Ah, très bien. Guikevea et Grolb nous disent que justement le décodeur free se met à jour régulièrement. Ok. Après, il y a peut-être des obligations. Hein. Y a pas mal de règles qui sont mises en place.
Notamment, la Commission européenne travaille dessus pour obliger justement les constructeurs à garantir des mises à jour pendant un certain temps. Donc peut-être que ça luttera justement contre ces téléviseurs qui ne sont pas mis à jour et éviter ces failles de sécurité en effet, ou limiter les chances de failles de sécurité. Un grand merci à T'es Curieux et à Localize pour vos abonnements et votre soutien. Un grand merci à vous. Ouais, Oleg nous confirme, c'est carrément un biais de personnes qui fanent de la tech. Une audience en prime à la télévision, ça reste 2 millions de personnes tous les jours. Si un stream faisait ça, on parlerait de phénomènes de société qu'on ne peut plus ignorer. Ouais, pas faux. Merci pour le rappel, Oleg. Et Pierre-Wout nous partage, j'ai un fils de bientôt 17 ans et il est jamais devant la télé de flux, c'est YouTube et Twitch pour lui. Ouais, voilà, non mais après voilà, c'est l'évolution des usages et peut-être qu'il y a ça, une certaine génération où l'usage de la télé va peu à peu peut-être shifter, disparaître, je sais pas, à voir. Mais bon, en tout cas, peut-être que les box, on pourra tourner la page. Moi, personnellement, j'avoue, j'espère. Sur ce, je vous propose d'enchaîner sur la prochaine news et on va parler de LinkedIn. Voilà, on reste en France. Enfin non, remarque, je dis ça, LinkedIn, c'est international. On ne parle pas de Viadeo. Petite confusion. Viadeo, c'était le réseau social français professionnel qui, je ne sais pas ce qu'il devient d'ailleurs. Je crois que je dois avoir toujours un compte que je n'ai pas regardé depuis des années dessus. Je ne sais pas ce que Viadeo devient. Mais là, on parle donc de LinkedIn. LinkedIn, c'est le grand gagnant des deux. La plateforme de réseau social destiné aux professionnels, le plus grand réseau professionnel sur Internet au monde, qui fête ses 20 ans déjà. Ça me paraît énorme, 20 ans. 20 ans avec 930 millions d'utilisateurs. La plateforme qui est devenue quand même un mastodonte économique et notamment Microsoft se frotte les mains. Voilà, c'est un peu la plateforme incontournable pour les professionnels sur laquelle on poste son CV, on parle de son travail ou de sa vision du monde des affaires, etc. C'est la plateforme idéale pour faire du networking, gérer ses relations, nourrir des relations professionnelles. Alors, il est un peu difficile de connaître la rentabilité exacte de la plateforme, mais on sait que c'est quand même une machine qui rapporte pas mal de cash à Microsoft. En 2016, Microsoft a dépensé 27 milliards pour racheter LinkedIn. Certains s'étaient posé un petit peu la question de est-ce que ça les vaut vraiment, etc. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, le réseau social faisait à peine 3 milliards de chiffre d'affaires. Il en fera plus de 15 cette année. 15 milliards de dollars pour l'année 2023, donc 5 fois plus en 7 ans. C'est pas mal. Surtout pour une plateforme de 20 ans, quoi. C'est quand même une belle croissance. Et comment LinkedIn fait ? LinkedIn, en fait, s'est imposé comme l'acteur incontournable. Ils ont un vivier d'utilisateurs de 920 millions de CV ou de profils professionnels. Toutes les secondes, 5 membres rejoignent le réseau au point de devenir, du coup, comme je disais, indispensable pour tout ce qui est recrutement, etc. Donc, les chasseurs de tête et compagnie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, LinkedIn a bien compris qu'ils étaient devenus incontournables et donc ils ont optimisé leur business model à destination des DRH ou des chasseurs de tête, en tout cas tout ce qui gère du recrutement. Ils ont développé des outils pour trouver des talents, faire des recherches pointues et s'adresser directement aux candidats potentiels. Et ça, ce type de service, c'est évidemment payant. Et c'est en grande partie de cette manière que LinkedIn, justement, monétise. Et ils vendent également des espaces publicitaires et des outils de formation. Voilà, pour complémenter un petit peu leur stratégie de monétisation. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ce qui est intéressant, c'est on peut se demander quels sont les prochains challenges de LinkedIn. On a le PDG de LinkedIn, Ryan Roslansky, qui en a listé plusieurs. Et notamment, le premier, c'est d'intégrer l'intelligence artificielle et d'en faire un outil qui ne concurrence pas LinkedIn en soi, mais qui
augmente LinkedIn et notamment permettre d'offrir de meilleurs services aux DRH en aidant à faire le tri dans les profils, à envoyer potentiellement un premier mail ou en assurant les relances de notification, donc en étant plus intelligent et en facilitant ces espèces de prises de contact qui honnêtement ont peu de valeur ajoutée. Ici, ce qui est vraiment intéressant dans l'expérience de recrutement, c'est la discussion avec le candidat, la relation que l'on crée avec le candidat pour qu'il se représente au mieux de qu'est-ce que ça voudrait dire rejoindre cette boîte ou pas, et est-ce que lui pourrait se projeter ou s'épanouir dans cet environnement. Je dis lui, mais lui ou elle d'ailleurs. L'autre défi, c'est de passer d'un site essentiellement utilisé par le monde des cadres, un site pour l'emploi pour tous. Et oui, y compris ceux qui ont potentiellement peu de qualifications ici, pour générer encore de la croissance en termes de nombre d'utilisateurs. Il faudra notamment trouver de nouveaux relais. Et peut-être une des pistes, c'est donc pour séduire un petit peu et attirer ce type de profil, c'est également peut-être enrichir son offre en termes de formation. Voilà, en formation permanente pour accélérer un petit peu et attirer ces profils-là sur la plateforme. Donc, à voir. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait. On le voit notamment, ils avaient ajouté il y a quelques mois les compétences à mettre plus en avant sur le site, sur le profil, etc. Donc à voir s'ils arrivent à faire ce changement et cette évolution-là, à amorcer ce changement. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà en tout cas pour ce qu'il en est de LinkedIn. Est-ce que vous, LinkedIn, vous continuez à l'utiliser dans la chatroom ? Est-ce qu'il y en a qui ne l'utilisent pas du tout ? Quand on voit l'état de Pôle emploi, on peut imaginer pourquoi ça fonctionne moins, au moins... Attends, j'ai pas compris. Quand on voit l'état de Pôle emploi, on peut imaginer pourquoi ça fonctionne au moins en France. Je ne saisis pas ton commentaire, Néméride. N'hésite pas à reformuler. Qu'est-ce qui fonctionne au moins ? Je ne sais pas ce que ça veut dire fonctionner au moins en France. Viadeo, racheté par Figaro en 2016, mais depuis 2020 rejoint le Journal du Net. Agonie, pronostic vital engagé. Oui, je ne sais pas trop ce qu'ils comptent en faire. J'avoue, c'est pas l'achat que j'aurais fait. Hein. Par contre, pour les recruteurs LinkedIn, est extrêmement cher et chaque année, ça augmente. Ouais, bah ils en profitent. Hein. Ils en profitent, ils sont en position de monopole. C'est ça, en fait, le souci. Néméride nous dit, perso, je n'y ai pas de compte et j'ai jamais utilisé ce réseau. Ouais, je pense en effet que ça cible une catégorie professionnelle spécifique. Grollbody nous dit jamais utilisé. Je regarde un peu. FRJS utilise quotidiennement. Jean Lama, non, j'utilise plus, j'ai un job. Tu peux continuer à l'utiliser quand tu as un job, hein, justement pour faire du recrutement. Moi, par exemple, LinkedIn, c'est un service que j'utilise forcément quand je dois repérer des candidats et des profils intéressants pour rejoindre l'équipe. Donc, mais après, il faut s'occuper du recrutement ou aussi pour nourrir des connexions professionnelles. Quand tu rencontres des gens, etc., c'est intéressant de garder le contact via ce biais. Charlie nous dit oui, mais un peu obligé. Mais après, c'est vrai que voilà, ça peut se limiter à uniquement quand on est en recherche d'emploi, quoi, l'utilisation. Ah, Tokaji nous dit j'y vais tous les jours, c'est une de mes missions d'animer la page de mon entreprise. Ouais, donc du coup, voilà, ça fait partie de ton job carrément, quoi. Gukivan nous dit j'utilise pas du tout, pas vraiment besoin dans mon métier. Je crois que tu travailles dans le domaine de la pharmacie, non, Gukivaya ? Dis-moi si je me trompe. Après, j'ai créé un compte la semaine dernière pour voir. D'accord. Toujours aussi curieuse. Okotex nous dit tous les jours, ça fait partie de mon travail. L'Orange nous confirme, lui aussi, il n'utilise que quand il cherche du boulot, quoi. Je regarde. Jamais utilisé, je sais même pas à quoi ça ressemble. Tous les jours ici, business.
Oui, mais uniquement pour se faire démarcher. Euh, Hello, j'utilise LinkedIn. Je regarde cependant le format de post qui est toujours le même, phrase d'accroche puis explication. Je trouve que LinkedIn devient un peu sa propre parodie. Oui, c'est vrai qu'on voit un petit peu ce genre de critique sur le réseau, mais en même temps, c'est, enfin, moi, je suis pas étonnée. Ça reste un réseau social où on utilise des techniques de réseaux sociaux. Donc, une accroche pour attirer la cible, et ensuite explication. Et des fois, il y a des articles très bullshit. Mais bon, après, c'est les gens qui décident de communiquer là-dessus. Ça te plaît pas. Tu peux arrêter de les suivre, etc. hein. Mais oui, oui, je suis d'accord. Il y a toujours une notion de les gens qui se mettent en valeur, qui essaient de se vendre, etc. Moi, j'ai envie de dire, c'est leur problème, quoi. Mais j'avoue que je lis pas vraiment les posts. J'y vais pas pour voir mon fil de posts, quoi. Un grand merci, Xni Lily, pour ton soutien. Un grand merci à toi. Je l'utilise que pour chercher du boulot. Je ne supporte pas les dissertations des hyperproductifs. Mm. Ouais, toi aussi, Dets, tu l'utilises en tant que designer graphique, ouais. Ok, ok. Ouais, donc voilà, donc c'est assez varié et c'est vrai que ça dépend. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que je trouve intéressant de vous poser la question parce que dans la tech, par exemple, moi qui évolue dans l'univers des startups ou de la tech, en fait, c'est quand même intéressant d'avoir un profil. Après, j'en aurais pas forcément besoin. Mais c'est quand même, enfin voilà, c'est vrai que tout le monde le connaît. La plupart des candidats, moi, que je contacte ont un profil parce que, bon, quand je cherche des candidats, je cherche pas forcément que sur LinkedIn. Ça m'est quand même arrivé d'avoir le cas où certains n'avaient pas de compte, mais je pense qu'en 4 ans et demi, ça m'est arrivé une ou deux fois, quoi, de tomber sur des candidats, pas plus, hein, sur des candidats qui n'avaient pas de compte LinkedIn. Donc ça reste très limité dans mon domaine. Mais en effet, comme nous disait Guki Vaea, par exemple, excuse-moi d'écorcher ton pseudo, dans le domaine de la pharmacie, c'est moins évident. Euh, Elle nous dit après, si un jour je veux bosser dans l'industrie pharmaceutique et plus officine, donc officine pharmacie en tant que telle, ça peut être utile, je pense. Quand j'étais en droit, tout le monde me disait que c'était indispensable. Ouais, voilà. Mais là, c'est vrai qu'actuellement, tu es en poste, tu es dans un lieu voilà, comme ça, tu n'en as pas forcément besoin et c'est pas forcément la plateforme privilégiée pour changer ça, quoi. Donc c'est intéressant de voir que ça varie vraiment entre les domaines professionnels, quoi. Donc intéressant, intéressant. Et on nous dit, là, Elissa nous dit en droit, c'est indispensable, c'est vrai. Intéressant, ouais. Merci beaucoup du coup pour avoir partagé votre expérience. Je vous propose d'enchaîner et on va prendre des nouvelles de certains projets d'Elon Musk. Et notamment, on va commencer par Hyperloop. Hyperloop, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu ce que c'était. J'avais ça, j'avais la petite définition. Oui, voilà. Hyperloop, pour rappel, on en avait parlé, c'était quoi? Quand est-ce qu'on avait commencé à en parler? Je crois que c'était un peu peut-être avant 2020, peut-être en 2019, on commençait à en entendre parler, je me demande. J'ai plus en date l'année exacte, mais qu'est-ce que c'est? C'était un nouveau moyen de transport révolutionnaire. L'idée avait été lancée par Elon Musk, un petit peu comme un concours ou un pari sur un principe de nouveaux moyens de transport. Donc le train du futur qui était censé pouvoir relier des destinations à une rapidité phénoménale et donc du coup voilà connecter des villes de manière très très efficace. Donc c'est ça, pour Zeratul nous le résume de manière assez efficace, un train dans un tuyau. Et le fait de l'avoir dans un tuyau permettait de le propulser à une vitesse assez phénoménale et donc de connecter très rapidement certaines destinations. Et donc ça, c'était une idée qui avait été lancée un peu par Elon Musk à l'époque.
Et donc, du coup, il y a plusieurs projets qui sont nés pour essayer de réaliser cette vision-là. Toutes ne sont pas connectées d'ailleurs à Elon Musk en tant que tel, hein, parce que lui avait lancé un petit peu l'idée, le principe, mais il n'est pas derrière tous les projets type Hyperloop. Mais en tout cas, voilà, il y avait le Hyperloop TT, qui s'était installé à Toulouse dans le centre d'innovation et d'essai. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'on peut voir, c'est que le logo d'Hyperloop TT a été repeint carrément en blanc et la société américaine est carrément sommée de quitter le site de Francazal avant septembre 2023. Donc ça arrive très très vite. Donc ça, c'est une action assez symbolique, hein, de la métropole toulousaine. Qui marque donc la fin de ce projet Hyperloop. C'est pas le seul qui existe, mais en tout cas, il marque très clairement la fin de ce projet-là. Et en 2017, donc c'était en 2017, ouais, donc ça remonte encore plus avant que 2019 finalement. En 2017, c'était Hyperloop TT qui s'installe sur le site, ce fameux site de Francazal, site de l'ancienne base militaire, appuyé par des aides publiques. C'est toujours le problème ici. Enfin, ça peut être une opportunité, ça devient un problème quand il n'y a rien qui est délivré. Et depuis, la société américaine a annoncé l'abandon de son projet de piste d'essai. Et c'est là que le conseil de la métropole toulousaine a voté la résiliation du bail le 16 décembre 2021. Voilà, ça date encore, hein, on est en 2023. Alors, d'un côté, on peut se dire Hyperloop TT ne laisse pas d'ardoise à la collectivité. En revanche, les élus s'interrogent un petit peu sur l'attribution des aides et des facilités d'accès au foncier. L'entreprise devrait prendre en charge notamment les coûts de dépollution du site et rénover les bâtiments. Notamment, c'est ce qu'on nous dit de Maxime Texier, élu de la métropole toulousaine et membre d'Archipel Citoyen. Et finalement, le constat, c'est la métropole qui s'en est chargée pour un coût de 5,5 millions d'euros. Sympa. Et du coup, la société Hyperloop a également bénéficié d'un loyer modéré, 70 000 euros par an, sauf qu'elle n'a pas forcément respecté ses engagements prévisionnels. Et ça, c'est un peu ce que déplore Albert Sanchez, un maire de Cugnot. Les tuyaux en métal sont là, sur la piste. Voilà, donc un peu laissés à l'abandon, quoi. Et donc, c'est pas le seul projet Hyperloop qui galère. Plusieurs projets similaires se sont développés depuis 10 ans, mais aucun n'a encore vu le jour. Du coup, ça porte un peu à s'interroger sur la technologie et la vision en tant que telle. Est-ce qu'on a voulu aller trop vite, mettre la charrue avant les bœufs? On peut vraiment s'interroger. Depuis 3 ans en France, dans le Limousin, la société canadienne Transpod projette d'installer une piste d'essai. Ici aussi, le constat est que les travaux n'ont pas encore démarré. En Italie et à Dubaï, cette fois-ci également, les projets accumulent des retards et les premières lignes ne seraient opérationnelles qu'en 2030-2035. On a encore le temps de voir des retards arriver, quoi. Donc voilà, on peut s'interroger sur la viabilité finalement de cette technologie, ou en tout cas de cette vision. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait aussi Elon Musk qui annonçait même que le projet d'origine n'était conçu que pour faire annuler le projet de TGV en Californie. Troll un jour, troll toujours. Voilà, il avait avoué au journal Le Times qu'il n'avait jamais eu l'intention de construire l'Hyperloop lui-même. Alors ça c'était assez clair, mais c'est là où il faut aussi prendre avec des pincettes les déclarations un peu impulsive de ce personnage, quoi. Et donc sur le papier, plus précisément, l'idée en tout cas était quand même ultra séduisante, hein. Pour rappel, l'idée était quand même de relier de grandes villes à la vitesse du son, 1200 km/h, mais en pratique, voilà, les différents projets se heurtent quand même à des coûts liés aux infrastructures qui sont extrêmement coûteux. Et donc, certains spécialistes s'interrogent justement sur la viabilité en fait de ce type de projet. Ils sont notamment remis en cause car le système ne permettrait pas notamment d'assurer la sécurité des passagers, ce qui est quand même un petit peu problématique. Et notamment, il y avait aussi le New York Times qui avait publié un long article en anglais qui détaillait les raisons de l'échec de cette technologie. Est-ce qu'on y est déjà? J'en sais rien. En tout cas, il semble que le projet Hyperloop à courte échéance semble hors d'atteinte. Le projet initial a même été
divisé par deux quand on s'intéresse s'intéresse à celui de Toulouse là, qui ferme ses portes, puisque il était passé de 1200 km/h à 600 km/h. Voilà, donc on voit que les attentes, la vision est revue à la baisse ici, due à des contraintes de coûts, d'infrastructures, de sécurité. Donc à voir s'il y en a un qui va voir le jour, et s'il voit le jour, à quelle échéance? Parce qu'on n'y est très clairement pas, et on n'est pas prêt aujourd'hui. Donc intéressant. Intéressant ici de se dire que voilà, on peut... Je trouve qu'il y a un bon équilibre à avoir entre... comment dire, penser différemment à des problématiques, et notamment la problématique du déplacement de personnes est critique. On le voit, il y a des engorgements de plus en plus importants avec notamment la voiture, etc. Il y a des modes de transport qui ne sont pas forcément viables à long terme. Et donc, c'est intéressant de penser très loin sur comment on pourrait révolutionner ça. Maintenant, après, tu te heurtes aussi à la faisabilité, au coût ici, et à la sécurité, à garantir des passagers, quoi. Parce que c'est vrai que transporter des personnes mais les retrouver en bouillie à l'arrivée, ben, c'est pas forcément le but, quoi. Voilà en tout cas pour Hyperloop. Mais on continue avec quelque chose qui a peut-être plus d'avenir devant lui, c'est Starlink, ou en tout cas qui délivre déjà, dès aujourd'hui en 2023, certaines promesses, et donc c'est plutôt encourageant. Starlink, c'est la promesse de pouvoir connecter partout dans le monde, de délivrer une connexion Internet partout dans le monde, même à des endroits extrêmement reculés sur la planète, grâce à un boîtier que vous installez. Et donc, du coup, pour ce faire, SpaceX avait déployé du coup une constellation de satellites de communication appelée Starlink, qui permet de faire un maillage et donc de donner du coup cette couverture Internet partout dans le monde. Et donc du coup, cette couverture s'agrandit tous les jours un peu plus et se renforce un petit peu tous les jours. Donc à la fois, voilà, il y a deux axes de développement pour Starlink aujourd'hui. C'est à la fois étendre la couverture et renforcer et améliorer la bande passante fournie grâce à cette couverture Internet. Et donc, ici, le constat est que 2 ans seulement après son lancement officiel, Starlink aujourd'hui compte plus de 1,5 million d'abonnés, moyennant un paiement quand même d'abonnement mensuel, tenez-vous bien, de $200. Un abonnement. Nous, on se plaint avec nos offres de fournisseurs d'accès Internet. Mais là, $200 par mois pour l'offre Starlink Roam, qui permet justement aux utilisateurs d'emporter leur antenne partout où ils le souhaitent et de bénéficier d'Internet, même dans les endroits où la connexion n'est pas fiable ou est totalement indisponible. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant. En pratique, plusieurs utilisateurs ont testé du coup le produit et ont partagé évidemment l'efficacité du débit pour voir si c'était vraiment bien ou pas. Et donc ce qu'on voit, c'est que on a certains utilisateurs qui l'ont partagé, notamment Dank Squared 2, qui testent depuis l'Allemagne le débit disponible, débit descendant et débit ascendant, avec des performances quand même assez impressionnantes. Des statistiques qui sont bien meilleures que celles obtenues par nombre d'internautes, d'ailleurs même en France. Et avec notamment 638 mégabits seconde pour un débit ascendant et de 177 à 208 mégabits seconde pour le débit ascendant. Voilà, donc ça, a priori, c'est quand même très, très performant. Moi, ça me dit rien parce que c'est des mesures un petit peu abstraites. Je n'ai aucune idée de notre débit déjà à l'appartement, donc je ne suis pas capable de vous dire ce que ça représente. Mais je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui vont dire c'est pas mal. Ok. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que de se dire que finalement, on s'aperçoit que le positionnement des satellites Starlink est particulièrement favorable du coup aux internautes allemands qui bénéficient de ce fait de performances difficilement égalables ailleurs dans le monde. Tout simplement, c'est lié à la couverture, etc. Donc, en fait, la performance que certains peuvent avoir ne va pas garantir la performance que vous aurez là où vous-même êtes situé. Donc, attention à prendre avec des pincettes, hein.
Et notamment, on a des tests qui ont été faits par Ookla au dernier trimestre 2022 qui montrent que le débit en download est 6 fois moins rapide à 94 mégabits seconde. C'est quand même assez différent. Et ça montre aussi qu'il y a potentiellement un phénomène de congestion. C'est quoi ? C'est tout simplement lorsque de nombreux internautes dans une même zone géographique se connectent en même temps à Internet. Voilà, a priori, ça va créer une congestion dans la distribution, la mise à disposition de la bande passante, et donc qui va impacter du coup les débits disponibles ici. Donc voilà, à prendre encore une fois avec des pincettes, mais on n'en est qu'au début. Réalisé, ça ne fait que 2 ans que c'est lancé. Donc en fait, c'est quand même un début assez impressionnant, quoi. Voilà. Donc, à voir, peut-être que dans le futur, ils vont réussir à faire baisser un peu les prix ou avoir d'autres offres un peu plus accessibles. À voir. À voir. Mais en tout cas, clairement, Starlink est sur la bonne voie ici en termes de développement, on dirait. Vous avez raison d'en parler dans la chatroom. Merci de le mentionner. Le problème avec Starlink et qui a été pointé du doigt et qui continue à être pointé du doigt assez souvent, et vous avez tout à fait raison de le mentionner, c'est la pollution du ciel avec la gestion des vieux satellites et des débris. Avec l'accumulation des satellites et chaque pays, chaque société qui commence à envoyer des satellites en orbite, quoi. Mais merci de l'avoir mentionné. On continue avec un autre article et cette fois-ci, on va parler de réalité virtuelle. Petite brève ici pour vous mentionner que Meta essaye d'aborder du coup la monétisation finalement de l'univers Meta de différentes manières. Et là, il propose une nouvelle manière de monétiser avec l'offre d'un abonnement. Cet abonnement mensuel s'appelle MetaQuest Plus. MetaQuest Plus existe en abonnement mensuel, mais également en abonnement annuel. On y reviendra tout à l'heure. L'abonnement mensuel est proposé à 8,99 € par mois. Il équivaut à 7,99 $ par mois. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu du prix. Et ça a été annoncé sur Instagram par Mark Zuckerberg. Et donc cette formule, elle est tout simplement assez similaire à ce que propose Sony avec son forfait PlayStation Plus pour ceux qui connaissent. Donc en principe, c'est en échange d'un paiement mensuel ou annuel, voilà, Meta va proposer aux propriétaires de ces casques et avec ces abonnements 2 jeux offerts tous les mois. Un bon moyen donc du coup de découvrir tout simplement du contenu pour les utilisateurs et un excellent moyen pour Meta de renforcer son écosystème. Voilà. Et donc, pour Meta, ce qui est intéressant, pourquoi l'avantage de cet abonnement et pourquoi c'est assez pertinent du côté de Meta, ça va tout simplement assurer une source de revenus régulière et pas juste via l'achat des casques qui en fait sont un peu du one shot ou via la commission via l'achat des jeux sur l'App Store finalement du Meta et donc voilà, ça va permettre d'assurer ce revenu régulier et en même temps d'un point de vue stratégie ici, ça va permettre de faire découvrir l'offre de l'univers Meta et donc d'avoir plus de chances d'engager et d'avoir de l'adoption de la part des utilisateurs parce que du coup ils vont avoir une manière facile de découvrir des jeux et potentiellement plus d'incentive aussi pour les développeurs de proposer des jeux ou des applications sur le MetaQuest. À voir. Est-ce que ça va prendre ? J'en sais rien. Est-ce que pour ceux... Alors là, je vais poser la question uniquement à ceux qui ont un casque MetaQuest dans la chatroom, ceux qui sont intéressés. Est-ce que cette formule d'abonnement, c'est quelque chose qui vous intéresserait ? Oui, Falcobule, tu nous dis c'est une formule d'abonnement, les jeux ne sont pas vraiment offerts. Je suis d'accord avec toi, c'est du marketing. Tu les payes sous forme d'abonnement. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, pour préciser, si vous arrêtez l'abonnement, mais que vous avez bénéficié des jeux
auparavant, vous les perdez. Vous perdez l'accès au jeu. C'est un peu comme les livres achetés via l'abonnement Kindle. Je ne sais plus comment il s'appelle cet abonnement-là Amazon. Si vous achetez, ou les audiobooks. Attends, j'ai un doute pour les audiobooks. J'ai un gros doute. Mais il me semble qu'avec l'abonnement Kindle, donc les e-books, l'abonnement d'Amazon, tant que vous payez l'abonnement, vous avez accès aux livres que vous avez pu acheter avec cet abonnement. Une fois que vous n'avez plus l'abonnement, vous n'y avez plus accès. Et une fois que vous reprenez l'abonnement, vous allez pouvoir récupérer l'accès à ces livres. Là, c'est le même principe. Audible, merci. Je dis l'abonnement Amazon e-book, mais c'est Audible. Ah oui, non, Audible, pardon. Audible, c'est pour les livres audio. Audible. C'est pour les livres audio, ouais. Alors, sur Audible, vous me dites, vous gardez les livres même après avoir arrêté l'abonnement. Et il me semble que c'est différent pour le fonctionnement des e-books. Alors, je lis un peu vos commentaires. Robin DBG nous dit, puisque la grande majorité des jeux sur le store sont payants, en avoir 2 par mois pour moins cher, ça peut être intéressant selon le prix. Oui, et c'est ce que dit notamment Numéramin dans son article. S'il y a au moins un des 2 jeux qui vous plaît chaque mois, en fait, ça peut être assez intéressant. Ça peut être assez intéressant. Ça vous permet de rentabiliser, quoi. Donc moi, honnêtement, je trouve que c'est une bonne stratégie pour faire découvrir en fait l'offre disponible sur MetaQuest. Ça sous-entend qu'il y a une offre suffisamment importante. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la question. Pour moi, c'est vraiment la question, quoi. Donc à voir. Oui, je crois que l'abonnement des e-books d'Amazon, c'est Kindle Unlimited. Il me semble. Anita Laya. C'est ça, les e-books que tu as acheté avec le jeton mensuel de l'abonnement, tu les gardes uniquement si tu gardes l'abonnement. C'est ça. Donc, c'est un peu le même principe. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est pas déconnant du tout comme stratégie. Je trouve ça plutôt malin. Alors, on a parlé de l'abonnement formule mensuelle, mais du coup, pour vous donner une idée, il y a également la formule annuelle à 69,99 €, donc qui vous permet quand même de pas mal économiser. Très logique aussi que ça soit beaucoup moins cher. Tout simplement, ça garantit un revenu à Meta et de vous garder au moins pour un an. À voir si ça fonctionne ou pas. Mais voilà. Et donc, du coup, quels sont les premiers jeux méta qui sont annoncés? Je peux vous donner au moins ceux de juillet et d'août. Pour juillet, parce que vous n'aurez pas le choix, c'est la différence avec d'autres abonnements. Donc, en juillet, quels seront les jeux? Ce sera Pistol Whip et Pixel Ripped 1995. Je ne connais absolument pas ces jeux, mais peut-être que ça dit quelque chose à ceux qui sont sur Meta. Et en août, ça sera les jeux Walkabout Mini Golf et Mother Gunship Forge qui seront disponibles. Donc voilà. À noter que du coup aussi, le premier mois est à 1 € jusqu'au 31 juillet. On sent que là, ils mettent le paquet de manière assez logique, quoi. Docteur Prends ton cœur nous dit ce sont des super jeux. Donc plutôt encourageant. Ils commencent plutôt fort, a priori, avec leur premier mois. Donc, assez malin, moi, je trouve, de la part de Meta. Voilà. Surtout pour une plateforme en tout début de vie et qui essaye d'activer, d'attirer un petit peu les abonnements. Je comprends tout à fait la réflexion de encore un abonnement, comme nous dit Tux Gromit. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça reste une stratégie ultra intéressante pour une nouvelle plateforme afin de faire découvrir du contenu. Une fois que les gens auront découvert un petit peu les usages et les jeux qu'ils préfèrent, etc., en fait, ils vont peut-être arrêter l'abonnement, mais ils auront déjà adopté le casque. En tout cas, je pense que c'est le pari qu'ils font ici, et un pari assez logique. On termine les news avec un article que je voulais vous mentionner. Pas grand-chose ici encore à mentionner, mais ça vaut quand même la peine d'en discuter. On sent que l'industrie du cinéma continue un petit peu de trouver un peu son équilibre avec les plateformes de streaming que l'on voit un peu partout et qui se mettent à produire du contenu original, films, séries, etc. Et du coup, les règles changent et sont notamment des plateformes qui menacent un petit peu l'industrie
pas un petit peu, mais qui menace l'industrie cinématographique. Et industrie cinématographique et salles de cinéma qui néanmoins permet d'avoir une reconnaissance internationale, une reconnaissance artistique de certaines œuvres. Voilà, on pourrait discuter ici, mais voilà, il y a cette tension entre les plateformes de streaming qui tendent à démocratiser l'accès aux programmes avec un accès immédiat sans chronologie des médias à des programmes, et puis les salles de cinéma et l'industrie cinématographique qui a un certain sens d'optimisation de l'expérience utilisateur en cinéma, en salle, et de reconnaissance d'une œuvre, du capital artistique de ces œuvres et de ces films, avec une sortie en salle aussi, quoi. Voilà, donc il y a une tension ici, et on n'a pas encore trouvé le bon équilibre a priori. Et donc en tout cas, là, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, l'Academy of Motion Pictures of Arts and Science, les Oscars, ont officiellement mis en œuvre de nouvelles règles qui pourraient rendre plus difficile la qualification de films originaux produits par des plateformes de streaming, des services de streaming, et qui limiteraient leur capacité à remporter l'Oscar du meilleur film. Voilà, donc selon les règles actuelles aujourd'hui, un film doit sortir en salle pendant 1 semaine dans l'une des 6 villes américaines désignées pour être pris en compte. Mais toutefois, à partir de la 97e cérémonie des Oscars pour les films sortis en 2024, les règles vont changer. Les nouvelles exigences, stipulent qu'un film doit avoir un tirage initial d'1 semaine dans l'une des 6 villes. Ça, voilà, suivi d'une sortie prolongée d'au moins 7 jours dans 10 des 50 principaux marchés américains dans les 45 jours suivant le lancement. Je ne sais pas si vous avez pigé quelque chose à cette phrase, mais en gros, il y a une prolongation qui doit se faire dans un nombre de marchés principaux américains. Bon, après, il y a les marchés étrangers qui peuvent jouer aussi. Mais du coup, ça ruine un petit peu l'exclusivité des plateformes comme celle d'Apple, puisqu'il y a ce délai de les 45 jours suivant le lancement. Et donc, est-ce que ça va accepter d'avoir en parallèle une sortie en salle, une sortie en plateforme ? Est-ce que ça fait vraiment sens d'avoir les deux en même temps ? Pas forcément, parce que du coup, ça veut dire que ça sera à perte dans les salles de cinéma parce que ça sera déjà disponible en service de streaming. Et donc, en effet, ça met à mal la valeur de proposition de ces plateformes d'avoir une exclusivité sur les plateformes et directement accessible, quoi. Voilà, donc à voir ce qui va se passer. Le président, en tout cas directeur général de l'Académie, a déclaré que l'élargissement de la couverture des salles de cinéma visait à accroître la visibilité mondiale des films et à encourager le public à les découvrir dans une salle de cinéma. Donc là, il y a vraiment cette tension de on veut ramener le public en salle de cinéma et arrêter qu'ils ne consomment uniquement les programmes sur des plateformes de streaming. À savoir que ces nouvelles règles ne concernent uniquement l'Oscar du meilleur film, mais ne concernent pas toutes les autres catégories, qui restent sur le même schéma, les mêmes contraintes. Encore une fois, c'est intéressant, on peut se poser la question de est-ce qu'il y a un peu une lutte vaine d'essayer de ramener ce public dans les salles de cinéma ? Est-ce que maintenant, les gens vont être vraiment prêts à se bouger et à payer plus cher pour les salles de cinéma quand on voit que les budgets, à un moment donné, il faut faire un choix. Est-ce que je vais payer ma place 15 € ou 20 € pour aller me faire une soirée au cinéma, ou est-ce que à 8 ou 10 € par mois, je vais pouvoir accéder à un catalogue de programmes disponibles quand je veux, depuis le confort de mon canapé, quoi. Et ça, je pense que ça dépendra des gens. Voilà, tout simplement. Il y aura des profils qui seront plutôt l'un, plutôt l'autre. Il y en a qui auront du mal à choisir. Est-ce qu'il y a de la place pour les deux ? Ça, c'est vraiment une question. C'est vraiment une question, est-ce qu'on va réussir à atteindre un équilibre où les salles de cinéma vont quand même réussir à pérenniser un petit peu leur business model ? À voir. Moi, je m'interroge un peu. On en a encore un peu au début, c'est encore un peu récent, quoi. Donc à voir. En tout cas, les règles changent. Moi, le risque que je vois aussi,
c'est une espèce de classe qui va émerger un petit peu entre les gens qui vont aller au cinéma et les gens qui vont regarder sur les services de streaming. Est-ce qu'on va pas mettre une culture à différents étages? Vous allez me dire, est-ce que c'est pas déjà le cas aujourd'hui avec les expos payantes, etc. En effet. Euh, c'est pour ça que j'adore les musées en Angleterre, c'est que les collections permanentes sont gratuites. Je trouve ça génial comme principe de rendre la culture accessible à tous. Mais ouais, j'ai un peu l'impression que ça pourrait donner un peu une culture cinématographique à plusieurs vitesses ou à plusieurs standards. Et ça m'inquiète un peu, honnêtement. Parce qu'il y aura toujours une catégorie de personnes qui ne vont pas avoir accès aux salles de cinéma parce que ça revient trop cher, que quand on a une famille nombreuse, c'est un budget pas gérable. Je pense qu'il faudra faire attention à ne pas tourner le dos aux plateformes de streaming non plus et à trop les sanctionner. Je pense qu'il y a un vrai risque. À voir. À voir. Voilà, certains me disent que c'est déjà le cas aujourd'hui, à 10 euros. Voilà, à moins de 10 euros, il n'y a plus de films disponibles. Et c'est vrai que c'est déjà le cas pour certaines familles. C'est déjà trop cher aujourd'hui. Et puis, il y a aussi 30 km pour rejoindre une salle de ciné. On ne vit pas tous à Paris. Tout à fait. Toujours cette distribution de salles qui est un peu problématique. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison de le mentionner. Merci beaucoup de le rappeler parce que c'est très important. Les Oscars sont-ils si importants? Gétero, oui. C'est un vrai enjeu de reconnaissance publique. Un film qui a gagné des Oscars va souvent avoir une ressortie en salle, va attirer l'œil, parce que les Oscars, c'est quand même un gage de qualité, comme Cannes, etc. Et donc, du coup, un film qui a gagné des Oscars va attirer ton œil. Voilà. En tout cas, le grand public, c'est le cas. Donc à voir. Voilà pour les actualités tech. Je vous propose de passer rapidement à une petite cerise sur le croissant ce matin. Je ne voulais pas vous quitter pour ce dernier mug avant la pause festival, avant de vous recommander une petite pépite de série télé qui nous a vraiment touchés avec Jérôme. Donc restez avec moi pour la cerise sur le croissant. Et voilà, donc on termine l'émission avec une cerise sur le croissant particulièrement touchante. Je vais vous l'afficher, vous allez voir les mêmes visuels qui se répètent, mais c'est la série Shrinking. Voilà, vous avez le petit visuel ici. La série Shrinking, elle est sortie cette année. C'est une série récente qui est sortie sur Apple TV+. Vous pouvez le voir là d'ailleurs sur le visuel que je vous partage dans le live. C'est une série qui a été créée par Bill Lawrence et notamment avec Brett Goldstein et également Jason Segel. Donc c'est quoi tous ces noms? Tout simplement Bill Lawrence, c'est quelqu'un qui a travaillé notamment, qui a produit Ted Lasso, l'autre série qui nous a fait chaud au cœur. Jérôme et moi, qui nous a vraiment, vraiment touché, une vraie pépite que je vous encourage et que j'encourage tout le monde à aller regarder, même si j'ai trouvé le tout dernier épisode un peu larmoyant, un peu guimauve, ce qu'ils avaient évité pendant 3 saisons et qu'ils avaient évité magistralement, toujours en surfant sur la comédie et la dramédie de manière très, très subtile. Voilà, ça reste quand même un bon épisode, voilà, mais la série était une merveille. Donc voilà, producteur de Ted Lasso, Brett Goldstein, c'est le Roy Kent de Ted Lasso, donc l'acteur, un des personnages principaux de la série Ted Lasso aussi, qui est aussi aux manettes de cette série Shrinking. Et puis Jason Segel, vous le connaissez parce qu'il jouait dans Oh, I Met Your Mother. Alors, le nom de son personnage, c'était... Je ne sais plus. Mais c'était le Grand Dadé. Voilà, moi, je l'appelais le Grand Dadé. Marion, les séries, vous les regardez en VO ou en VF? Toujours en VO. Marshall, merci. Vous êtes meilleur que moi dans la chatroom.
C'était Marshall, le nom de cet acteur enfin le nom du personnage de l'acteur dans How I Met Your Mother. Voilà, donc c'est vraiment ces 3 personnes qui sont aux manettes de la série Shrinking. Donc déjà, ça envoie ça envoie du bois. Putain, comment j'ai écrit Marshall. C'est pas grave, Jean Lama, on t'en veut pas. C'est vrai que t'as fait un peu le post-Marshall plutôt que... Marshall Erickson, tout à fait, pour être précis. Waouh, vous avez quand même des mémoires de malade dans la chatroom. Et donc, du coup, cette série marque la 2e collaboration entre Bill Lawrence, donc producteur de Ted Lasso, mais aussi de Scrubs, etc., de Cougar Town, enfin, il en a fait pas mal, et d'Apple TV, puisqu'ils ont fait ensemble sur la plateforme Ted Lasso et Shrinking. Et donc, le pitch, c'est quoi ? Pitch un peu comment dire, je vais vous le faire. C'est qu'est-ce qu'on retrouve ? On suit le quotidien de Jimmy, psychologue, thérapeute, qui est un peu anéanti depuis la mort de sa femme, accident de voiture, hein, il me semble, de mémoire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Le constat, c'est que suite à cet accident et le fait qu'il a passé un an un peu pas quelques mois, pas un an, mais quelques mois à dériver un peu, et ben il va essayer de se reprendre en main. Parce qu'il a quand même une fille de 17 ans qui est là aussi et qui a dû faire ces mois-ci sans le soutien de son père, parce que son père n'était pas présent et était lui-même une épave. Et donc, du coup, il va essayer de se reprendre en main. Et notamment, il va essayer une approche différente, pas forcément super éthique, avec ses patients qu'il voit en thérapie, notamment en leur disant ce qu'ils devraient faire. À un moment donné, il en a marre de ne faire que les écouter et essayer de les faire trouver leur propre cheminement, leur propre progression. Et donc, il va leur dire carrément, non, mais vous devriez quitter votre mari qui est passif-agressif, etc. Enfin, je dis n'importe quoi, hein, voilà. Il va faire ça. Et donc, voilà, le pitch est un peu rigolo, accrocheur, mais en fait, honnêtement, ça ne tient que sur les 2 premiers épisodes, ce pitch. En fait, le vrai pitch ici, c'est une série chorale qui va suivre un groupe de personnes qui, dans leur quotidien, avec leurs petites galères, tous avec leurs problèmes personnels, et on va vraiment creuser, apprendre à les connaître, pour le pire et pour le meilleur, pour chacun d'entre eux, se prendre les pieds dans le tapis de leurs propres relations, mais avec une sincérité et un ton vraiment extrêmement, extrêmement touchant. Dans cette galerie de personnages, vous allez évidemment suivre donc Jimmy, ce fameux thérapeute qui voit ses patients, qui donc vient de perdre sa femme, qui a donc sa jeune ado, sa fille de 17 ans, qui est d'ailleurs formidable, cette actrice. Tous les acteurs sont formidables dans cette série, mais pour moi, une vraie révélation, l'actrice qui fait la fille de Jason Segel. Vous allez également suivre les collègues de ce thérapeute, et notamment Harrison Ford, qui donc joue le mentor, le sage, entre guillemets, du cabinet de thérapie, et qui va vraiment jouer le mentor, l'ami bougon de Jimmy. Et puis, vous allez suivre également... comment elle s'appelle déjà ? J'ai oublié le nom de son personnage. C'est... Non, j'ai pas le nom ici. J'essaie de vous retrouver ça. Voilà, donc Harrison Ford va jouer le docteur Paul Rhodes. Vous avez Jessica Williams qui va jouer Gabby, donc l'autre thérapeute. Jessica Williams, actrice afro-américaine, qui est formidable. Moi, je l'avais découverte dans la comédie Netflix Incredible Jessica James, un truc dans le genre. Une actrice lumineuse, avec un charisme de malade, hilarante. Elle dépote, quoi. Vraiment, moi, c'est mon coup de cœur de la série. Je l'avais adorée dans cette comédie, et son personnage est vraiment super, hilarant, mais voilà, également très touchante de par sa situation où elle est en instance de divorce.
Elle quitte une relation, et pas parce qu'elle n'aime plus forcément son mari, mais parce qu'en fait, c'est une relation qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est extrêmement, extrêmement touchant. Il y a également la voisine qui s'appelle Lise, jouée par Krista Miller, que l'on retrouve, et qui est intéressant parce que du coup, elle va recueillir un petit peu Alice, la fille du personnage principal de Jimmy, qui est un peu abandonnée par son père, parce que bon, son père, il est déjà en galère et il patauge dans sa misère et dans son deuil. Et donc, du coup, c'est justement la voisine qui va prendre un peu sous son aile la fille de 17 ans. Et ça l'arrange bien parce que du coup, elle n'a plus personne chez elle. Ses 3 fils ont quitté le foyer familial et donc elle se retrouve un peu sans ses poussins, et donc elle recueille un petit toisillon blessé et ça l'arrange bien. Voilà. Et puis voilà, il y a toute cette galerie de personnages. On va suivre aussi le quotidien d'un patient suivi par Jimmy qui s'appelle Sean, vétéran, qui va avoir ses propres démons ici et qui va par un concours de circonstances et par des méthodes non traditionnelles, se retrouver assez proche de ce cercle d'amis, de personnes, de connaissances. Et donc, vous allez vraiment suivre ce quotidien de groupe de personnes, chacun avec qui va utiliser l'un et l'autre comme une béquille pour s'en sortir dans la vie. Et béquille, je dis pas ça de manière péjorative, mais c'est des personnes qui se soutiennent au quotidien. Et voilà, et Jimmy va s'apercevoir par exemple que son mentor va soutenir sa fille, va l'accompagner aussi à sa manière, etc. Et c'est extrêmement touchant, extrêmement sobre, juste, et il y a toujours cet équilibre parfait entre comédie où il y a vraiment des moments marrants. Voilà, marrant, où vous rigolez, vous avez vraiment le sourire, il y a vraiment une bienveillance qui transpire. Et puis l'aspect plus doux, amer, où on va aborder des sujets plus difficiles, mais sans être lourdingue, sans être rentré dans le pathos, etc. Et dans les sujets abordés, il y a vraiment tout un panel de sujets du type, donc évidemment le deuil, la mort, c'est le postulat de départ, la vieillesse aussi, la maladie, les addictions. Voilà, il y a tout ce panel-là. Et c'est vraiment bien foutu. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est une série qui est disponible sur Apple TV. C'est une exclusivité Apple TV. Je ne peux que vous encourager à aller la voir. Nous, on l'a presque fini. Il nous reste un épisode. Je vous avoue qu'on ne l'a pas binge-watché parce qu'on l'a plus savouré, cette série. C'est une série... on ne s'est pas empressé de la regarder. Mais elle nous faisait du bien et on était contents et on a envie de retrouver les personnages. Alors les premiers épisodes, on était plus ou moins convaincus. J'ai envie de dire, les 2-3 premiers épisodes, c'était sympa. Mais en fait, c'est après où on s'accroche vraiment aux personnages. Chacun va s'approfondir un petit peu, révéler un côté de sa personnalité et de son histoire. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Et il y a combien d'épisodes ? Il y a 10 épisodes. Voilà, donc rapide. La 2e saison a été confirmée, donc moi je suis ravie à l'idée de me dire qu'on va les retrouver. Donc voilà, recommandation, allez voir Shrinking. Et j'en profite du coup, voilà, on va rester 5 minutes avant que je vous quitte. Si vous avez des questions, des remarques sur cette série, il y a Reblochon qui nous dit... J'attends la saison 2 avec impatience, surtout après le final. Très bonne série, même si je voyais la love story des principaux personnages arriver. Ouais, à voir. J'espère qu'ils vont pas le traiter de manière trop évidente. À voir. Moi aussi, c'était évident que j'allais la regarder parce que je suis une fan absolue d'Harrison Ford et Harrison Ford joue ce qu'il sait faire. Alors, dans les premiers épisodes, je l'ai trouvé un petit peu caricatural, un peu... comment dire ? Il utilisait la corde facile de Harrison Ford bougon, qu'on adore, qui est très efficace, mais un peu évidente. Et encore une fois, je trouve que son personnage s'enrichit et prend beaucoup plus de profondeur avec les épisodes qui se déroulent. Et à la fois, il a plus à jouer que juste le mentor bougon.
Et c'est là où il est vraiment intéressant. C'est là où il peut vraiment montrer la palette d'émotions et de jeux qu'il a. Mais c'est vrai un peu pour tous les acteurs aussi. Donc vraiment donnez-lui sa chance. Je pense qu'à partir du 3e épisode, vous serez vraiment accroché auprès de ces personnages. Tu avais parlé de For All Mankind, j'ai adoré et je la fais regarder à tout le monde maintenant. Ah bah écoute, ravi qu'elle te plaise. Je sais pas où on en est de For All Mankind là, on devrait avoir une nouvelle saison non qui arrive pas trop loin. Ou est-ce que c'était complètement arrêté? J'ai un doute. Sur Apple TV, la saison 2 que j'attends comme pas possible, c'est Severance. Ah non mais Apple TV, on peut critiquer sur le peu de programmes disponibles, mais honnêtement, presque tous les programmes que j'ai vus étaient impeccables dans leur style. Que ce soit Ted Lasso, que ce soit For All Mankind, que ce soit Severance, que ce soit Fondation, que j'ai adoré, dont j'attends avec impatience la saison 2. Vraiment jusqu'ici, ou même Slow Horses, que j'ai adoré aussi. Franchement, vraiment de grande qualité. En ce moment, je regarde Fubar sur Netflix avec Schwarzy et Monica Barbaro. C'est assez sympa et plutôt léger. J'en ai entendu parler, mais n'étant pas une fan de Schwarzy, j'avoue que j'irai pas. Puis j'en ai pas entendu parler que du bien. Donc j'irai pas. Mais par contre, on regarde Tulsa King sur Paramount+. On regarde Tulsa King avec Sylvester Stallone. Alors, on a fait une pause parce qu'on avait perdu l'abonnement. Là, on a récupéré l'abonnement, donc il faut qu'on la termine. Mais on avait bien aimé jusqu'ici. On avait bien aimé. Ah oui, il y a The Morning Show. The Morning Show, c'est vrai que je suis un peu plus mitigée. Parce que j'aime pas tous les acteurs dedans. J'ai un petit souci avec Jennifer Aniston, qui pour moi n'a jamais montré une palette de jeux très intéressante. Mais bon, c'est mon avis personnel. Ouais, Ola qui nous dit Jennifer Aniston Shilling Show, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. C'est vrai qu'entre Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, mais bon, Reese Witherspoon, je trouve qu'elle a eu plus à montrer. Pas forcément dans cette série. Alors dans cette série, elle est pas mal, mais voilà. Mais elle a vraiment fait des séries où elle était vraiment très très bien, quoi. Donc elle a cette capacité-là, quoi. Donc voilà. Vivement le Vision Pro pour regarder les séries Apple en grand. Elles sont de très bonne qualité. Ouais, c'est vrai qu'elles sont de très bonne qualité, ouais. J'ai vu la bande-annonce de For All Mankind, ça a l'air incroyable. Ouais, c'est une chouette série dans son genre. Avec un des meilleurs, une des meilleures fins de saison. C'était quoi, en saison 2 ou 3 une fin de saison, mais incroyable. Un épisode où vous avez de l'action, de l'émotion, vous passez du rire aux larmes, des frissons, enfin une tension incroyable, enfin une leçon de fin de saison, quoi. Ça reste pour moi, voilà, tout n'est pas parfait dans cette série, mais ça reste une des meilleures fins de saison que j'ai pu voir dans toutes les séries que j'ai pu voir. Voilà. Ah, c'était la fin de saison 2 alors, ouais. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. T'as raison. Donc voilà. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions dans la chatroom. Je regarde si j'en ai raté une avant. Allez-y, allez-y si vous avez des questions. Qui est qui sur l'affiche? Alors oui, sur l'affiche de... Hop, je vous le repartage. Sur l'affiche de Shrinking, vous avez donc Harrison Ford qui joue le mentor du thérapeute que vous voyez. Tous les deux sont thérapeutes. Et l'un est le mentor, ami, un peu figure paternelle de Jimmy, quoi. Que vous voyez Jason Segel en dessous. Et je trouve que l'affiche, elle est bien.
elle est bien parce qu'elle montre que c'est des tons un peu subtils, tout en nuances, cette espèce de gris, de bleu-gris. Tu sais pas trop si c'est positif ou pas. Et c'est vraiment ça, c'est un peu une dramédie. C'est vraiment, vraiment bien trouvé. Bref, j'arrête de parler de cette série. Je regarde si vous avez arrivé au boulot, mais je profite d'un moment de calme pour te dire bonnes vacances d'été. Bon, un grand merci, Geeky Veya. Bon, ben sur ce, je vais également vous souhaiter un bel été, même si pour certains vous ne serez pas en vacances. Je vais vous souhaiter un bel été à tous. C'était un plaisir de vous retrouver ce matin. On se donne rendez-vous à la rentrée sans faute. On vous communiquera évidemment la date exacte de reprise en temps et en heure, mais ça sera en septembre. On reviendra sans faute. Et puis d'ici là, profitez du soleil, protégez-vous, profitez du beau temps. Et puis, voilà, reposez-vous pour ceux qui ont des vacances et à très bientôt. Je vais regarder, avant qu'on se quitte, vers qui on va faire un petit raid quand même, pour pas vous laisser en plan ce matin. On va aller faire un petit coucou à Flonflon. À Flonflon ce matin. Et moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et un excellent été. Bye bye.